remercie. C'est un plaisir d'être avec toi. C'est rare hein, qu'on soit ensemble. Plaisir partagé. Voilà. Les deux, Et puis c'est sympa de voir que vous êtes nombreux. Le matin à 8h30, même s'il y a la queue pour récupérer son Graal. Je vais aborder les choses de manière très différente, et c'est d'ailleurs assez amusant, de ce qu'a fait Fabrice, sur ces deux blocs qu'il faut... Alors, on appellera l'ensemble des deux le suprax, si vous voulez bien. Et je vais me baser pas mal sur l'anatomie, ce qui ferait plaisir à mon maître Antoine Dizrinko, le professeur d'anatomie lillois. Je vais vous faire montrer une petite vidéo des procédures que vous pouvez aller chercher sur Internet assez facilement, que j'ai été aspiré et découpé. Après, je vous parlerai du dérapage qui est sur l'utilisation de ces procédures. On va revenir à partir du dérapage sur l'énervation de l'épaule. Et puis, une manière peut-être où qu'on puisse utiliser ces blocs, alors des blocs distaux de l'épaule, mort de rire. L'épaule est proximale hein, au niveau du membre thoracique. Donc, je vous ai mis sur le côté droit donc le plexus brachial, avec, quand vous faites un bloc interscalénique, vous touchez l'ensemble des racines et des troncs, qui vont intéresser quasiment la totalité de l'innervation de l'épaule. Quand vous faites un bloc sélectif avec un petit volume du tronc supérieur, vous bloquez le tronc uniquement, qui donne quand même pas mal de terminales et de collatérales. On y reviendra pour l'énervation de l'épaule, qui peut expliquer son efficacité. Et les blocs que le comité scientifique m'a demandé de discuter, on a ici une collatérale, le nerf suprascapulaire, et on a ici une terminale, le nerf axillaire. Donc vous voyez que si on considère le volume du plexus brachial, c'est vraiment deux branches, mais qui innervent la partie proximale du membre supérieur. Donc, juste pour bien dire que pour la chirurgie, si vous ne voulez pas endormir le patient, si vous ne voulez pas mettre un tube, vous avez une fracture d'humérus simplex, la technique de référence, c'est le bloc interscalénique qui va toucher l'ensemble des branches. Vous avez trois terminales et collatérales qui ne sont pas intéressées, l'intercostobrachial, les nerfs intercostaux, bien sûr, qui énervent la partie antérieure, l'intercostobrachial, la fosse axillaire, et puis les rameaux postérieurs des nerfs spinaux, puisque vous avez fait un bloc du plexus brachial qui est les rameaux antérieurs, et c'est quand on a une incision postérieure pour l'arthroscope qui est intéressé. Donc ça, vous ne ferez pas avec les terminales une chirurgie, hein, c'est complètement impossible avec des blocs distaux. C'est pareil pour le genou, c'est pareil pour la hanche. Le peigne, c'est pas fait pour opérer les gens. Si c'est fait si ça sert vraiment à quelque chose, on verra dans quelques années. Le problème, c'est que quand on injecte, on y reviendra, dans le défilé interscalénique 20 ml ou 30 ml d'anesthésique locaux, on bloque le phrénique. Et donc, si c'est la technique de référence pour l'analgésie aussi, le bloc interscalénique, le problème, c'est que la mode, c'est de faire des blocs d'épargne motrice, et donc le diaphragme, qui est un muscle, d'épargner le diaphragme. Et donc, est-ce que quand on va bloquer ces terminales, on est tellement loin du nerf phrénique qu'on peut ne pas les bloquer? Je me suis amusé à aller chercher une image du Sobota pour l'anatomie topographique. Et vous avez ici le muscle homoyoïdien qui apparaîtra noir en échographie. Et vous avez le plexus brachial qui est ici en avant. Vous avez pas mal de monde, hein, le dôme pleural qu'on ne voit pas, qu'on devine ici au fond. Et puis vous avez ici le nerf suprascapulaire qui est caché sous l'homoyoïdien. On a retiré essentiellement la clavicule, le possier du cou, les fascias. Il n'y a jamais les fascias hein, dans les livres d'anatomie, sinon on ne verra pas ce qu'il y a en dessous. Et donc c'est les fascias qui expliquent la diffusion. Sur une vue supérieure d'un livre dont je n'ai pas le nom, que j'avais chopé sur Internet avec mon pote Feujas quand on parasitait tout, ici vous l'avez encore sous l'homoyoïdien. Le naisora, ils enlèvent tout carrément, on voit même le dôme pleural, et puis vous l'avez qui part en arrière et sur le côté, pour jusqu'à l'incisure scapulaire, vers l'omoplate, pour innerver les muscles qui recouvrent l'omoplate en arrière, mais pas en avant. Donc sur cette vue antérieure, on voit partir
le nerf suprascapulaire et arriver dans l'incisure suprascapulaire. Et vous avez le nerf axillaire, je ne vais pas vous faire le détail, hein, qui fait le col de l'humérus, le tour du col de l'humérus, et qui va avec une petite artère. Et donc, on le retrouve en arrière pour innerver les muscles qui recouvrent l'omoplate en arrière et encore pas en avant. Et puis le nerf axillaire qui fait le tour de l'humérus et qui va innerver le deltoïde. Et puis, je vous laisse regarder l'innervation. C'est la loi de Hilton. Je la répète à tout le monde, à tous les internes, à tout le monde. L'os et l'articulation à l'innervation des muscles qui s'y insèrent et la recouvrent. En arrière et autour le deltoïde. Mais il faut regarder en arrière aussi donc, ces deux muscles. Mais après, il faut regarder les autres muscles. On y reviendra. On va aller à la procédure. La procédure est relativement simple. Pour le nerf suprascapulaire, on peut aller le chercher sur le côté, au-dessus, on va dire, en arrière de la clavicule, sous l'homoyoïdien ou dans la fosse du supraépineux. Et le bloc du nerf axillaire, on va aller le chercher derrière, contre l'humérus, avec l'artère satellite. Et donc, on va chercher l'humérus. Donc, vous avez ici, avec vous descendez le long du plexus brachial, vous arrivez en supraclaviculaire, vous cherchez une structure noire et un petit tronc nerveux qui se détache du tronc supérieur. Et donc là, on est en supraclaviculaire. Et puis, l'homoyoïdien, c'est ce muscle tout noir. Et donc, on va aller taper sur le côté latéral du plexus et on va mettre un volume. Alors, dans les études, c'est 15 millilitres. Ça sera intéressant de regarder l'épargne diaphragmatique si on met 10 ou 15 millilitres d'anesthésique locale à cet endroit-là, puisqu'on est sous le fascia prévertébral cervical, et donc on peut avoir une diffusion, même si le phrénique il part latéralement, enfin médialement. Donc là, vous l'avez, votre nerf, et puis voilà la diffusion. Le début de la diffusion était intramusculaire, donc ça ne marchera pas. La voie postérieure, sur une autre vidéo, où on met sa sonde qui va plonger, on va dire, vers le mamelon homolatéral, et puis on cherche le cône d'ombre de la scapula, et sous le trapèze, on va chercher un petit décroché au niveau de la scapula, l'omoplate. Quand c'est mon fils qui en parle, ou mon père, et donc on l'a on va chercher cette petite fossette, ce décroché, on va injecter. Si on voit l'artère, le nerf, on ne peut pas le voir, on le voit rarement, sauf chez les patients hyperéchogènes, avec la diffusion d'anesthésique locale. Voilà. Ça, c'est le bloc du nerf suprascapulaire avec les deux procédures. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Elles sont plus ou moins bien faites, les vidéos. Il faut en regarder plusieurs. Pour le peigne, par exemple, il y en a qui sont bien pourris. Ici, on a le bloc du nerf axillaire. Donc, on met la sonde en arrière sur l'humérus, puis on va chercher l'endroit où la tête humérale apparaît. Donc, ça fait un petit ventre, une diminution de la profondeur de l'humérus. On a le petit rond, le deltoïde en surface, la peau, la graisse, enfin le tissu sous-cutané, qui peut être plus ou moins épais, et on cherche la petite artère qui est satellite du nerf axillaire, et on infiltre la zone. Là aussi, vous voyez le nerf que chez les patients qui sont échogènes. Encore une technique qui est facile et amusante. Vous n'allez pas chercher le nerf à son origine, hein, au niveau de la sortie du tronc. Si vous voulez le chercher à son origine, il faut faire un bloc près de la clavicule et injecté à la partie latérale du plexus brachial. Mais bon, la technique est assez sympa. La vidéo a bloqué, ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Alors, help. Il va falloir que je meuble. La régie, vous pouvez me faire quelque chose? Je suis bloqué. C'est pas grave, on rattrapera le temps, hein, vous inquiétez pas. Ah, redémarrer le programme. Fermer le programme. Attendre que le programme réponde. J'hésite, la régie. Moi, j'aurais fermé. Je ferme? Fermer le programme. Donc, vous voyez que je retourne sur le programme.
Je vais à ma diapositive. On va passer la vidéo. Deux études intéressantes qui ont vraiment étudié ces blocs avec quand même des groupes relativement importants. D'un côté, c'est de la chirurgie arthroscopique de l'épaule, ça fait mal. Et on met 20 ml d'un côté, c'est de la ropivacaïne 0,5. La première chose que vous pouvez voir, c'est que un bloc à la ropivacaïne, ça dure une dizaine d'heures. Hein. Donc ça s'appelle pas de la douleur rebond. Ça, c'est de la connerie qu'on vous met dans les articles. Mais ça fait faire plein de papiers. C'est juste une levée de bloc. Donc si vous n'avez pas anticipé l'analgésie, mais quand le bloc se lève, le patient a mal. Donc dans l'autre groupe, en salle de réveil, on lui fait de la morphine et des antalgiques, parce que le malade, il gueule, et donc il a moins mal. Et donc quand on a la levée de bloc, on a moins mal dans le groupe où il y a pas de bloc interscalénique par rapport au groupe où il y a un bloc parfait. Donc en fait, dans le groupe interscalénique, ça marche mieux au début que dans le groupe bloc disto. Et dans la deuxième étude, on a exactement la même chose. On a la levée de bloc qui est pendant la nuit. Si vous n'avez pas prévu, ben, le malade il a mal, il faut prévoir et c'est compliqué. Et donc c'est l'intérêt du cathéter qui va permettre de couvrir la levée de bloc ou d'anticiper la douleur. Et donc les blocs complets, quand on bloque toutes les nerfs qui vont au plexus, à l'articulation, ça marche mieux que quand on n'en bloque que deux. Voilà. Pareil, si on fait un bloc lombaire par rapport à un peng bloc. Mais bon, c'est pas étudié. Mais c'est logique. Donc, il l'avait dit, Darcy Price, c'est lui qui l'a inventé il y a plus de 15 ans, ce bloc. Il a dit trois choses. L'efficacité de l'association, on va appeler ça le suprax, est limitée. Il faut rajouter des morphiniques pour que ça marche, des antalgiques globalement. Et puis, quand c'est une chirurgie antérieure, ça marche moins bien quand je fais une chirurgie postérieure. Ça s'appelle enfoncer des portes ouvertes. Parce que, je vous ai montré tout à l'heure avec la loi de Hilton, ces deux nerfs partent en arrière, donc ils vont innerver surtout la partie postérieure de la capsule et de l'acromion de l'épaule. La partie antérieure, l'acromion, la partie antérieure de la capsule, ben c'est le nerf pectoral latéral et deux autres nerfs, le nerf subscapulaire sous la scapula, donc celui qui était antérieur. Et il y a aussi un peu parfois le nerf subclavier, et puis il y a le nerf pectoral latéral. Je ne dis pas que le nerf axillaire ne participe pas à la capsule, à la partie antérieure, et à l'épaule, à la partie antérieure. Mais quand on fait une butée, quand on fait une arthroscopie d'épaule, les malades, ils ont mal devant. Et donc, on comprend que ces blocs ne soient pas parfaits. Donc, si vous voudriez être efficace, il faut faire 5 blocs disto, soit une infiltration complète. Alors, est-ce que j'arrive à avancer ? La technique de référence, 40 études, c'est un bloc interscalénique. Et après les premières heures, le cathéter interscalénique, on ne va rien réinventer. Si on veut ne pas avoir si on veut avoir une épargne phrénique, il y a une solution, c'est de ne pas faire de bloc interscalénique. Ou alors de faire un bloc interscalénique avec des anesthésiques locaux de courte durée d'action. On fait ça avec Philippe régulièrement. Et après, on va faire autre chose pour l'analgésie. On fait un bloc interscalénique pendant la chirurgie avec la mépivacaïne, la lidocaïne. Et après, on va faire l'analgésie avec autre chose. Comme ça, la parésie phrénique se lève. Mais l'analgésie interscalénique du bloc aussi sur l'épaule. Après, on peut faire un tronc supérieur. Je vais vous montrer le résultat des études. Et après, on peut faire un bloc sous la clavicule. Et puis après, on peut aller encore plus en distalité. Je vais vous montrer les PENG de l'épaule qui ont été publiés. Il n'y a pas de data pour l'instant, mais ça va venir, hein, parce que ça va faire publier les gens. Donc, vous avez un fascia qui recouvre l'ensemble du plexus brachial. Vous l'avez ici en coupe, hein, au niveau de C6, avec le scalène, le plexus, et puis le nerf phrénique qui est en avant des scalènes. Donc, 20 ml égale 100% de phrénique. Quand on diminue le volume et qu'on va en supraclaviculaire, on a moins fréquemment une parésie du diaphragme, mais vous ne pouvez pas être sûr, même avec 5 ml, que vous aurez 0% de parésie d'épargne diaphragmatique. Alors on va dire, on va injecter sous la clavicule. Mais donc on se met sous la clavicule, on repère la veine, l'artère, on pique en dehors, on va chercher les trois troncs qui sont collés, les divisions qui sont collées sous la clavicule, et on injecte 20 minutes d'anesthésiques locaux. Bon, je pense que l'image elle est un petit peu faussée, mais c'est pas grave, hein. Celle-là, vous pourrez la garder en mémoire. Le problème, c'est que si vous mettez 20 ml, dans 10 à 20% des cas, l'anesthésique locale, il va passer dans le sablier
sous la clavicule et vous allez avoir votre parésie phrénique. Très efficace, hein. Le bloc 20 ml sous... Alors vous avez tout le bras qui dort. Le malade, il n'a pas trop mal à l'épaule, mais il ne peut plus relever la main, plus rien, puisque vous avez tout, hein. Donc si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez le proposer. Alors là, on arrive... Il y a aussi un peigne par voie postérieure, tu n'en as pas parlé, Fabrice, mais on peut tout faire, hein. Donc ne faites pas ça, hein, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez le chirurgien tripoter l'épaule. Allez pas rajouter du dommage au dommage. Donc on a chaque attaque. Vous pouvez aller voir, c'est les mêmes, hein, c'est le même genre que le peigne. Et vous avez ici le peigne donc, de l'épaule. On va infiltrer à l'endroit où le chirurgien va travailler. Il faut que vous discutiez avec lui. Il y en a qui n'aiment pas avoir le jus dans l'épaule, hein. Donc c'est une discussion d'équipe. Moi, je n'aime pas planter mon aiguille. Si le chirurgien, par exemple une clavicule, qui est peu douloureux en post-opératoire, et lui faire un bis et lui bloquer le phrénique pendant 24 heures pour une chirurgie de la clavicule, alors que la clavicule n'est pas innervée en grande partie par le plexus brachial, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer, je donne l'anesthésie locale au chirurgien, et puis il fait l'infiltration lui-même. Et puis s'il y a un déficit du plexus brachial en post-op, on ne viendra pas me voir. Peut-être quelque chose qui sera intéressant dans quelques années. On va recevoir le dispositif dans le service par un des fabricants de ce système. C'est la neuromodulation. Qu'est-ce que ça pourrait être intéressant, la neuromodulation? Vous mettez un cathéter avec un stimulateur comme le TENS, la stimulation transcutanée. Donc vous mettez un cathéter comme un cathéter dans lequel vous mettez les anesthésiques locaux, mais au bout de votre cathéter, vous avez un fil électrique. Dans le fil électrique, vous stimulez dans le plexus. Alors, à présent, c'est des cas cliniques, hein. Et vous n'avez pas besoin de mettre d'anesthésiques locaux. Et donc, vous n'avez pas de paralysie. Vous avez des fourmis qui vont masquer le message douloureux. Donc, il n'y a pas de grande série. On va tester ça et ça pourrait être intéressant. Analgésie sans bloc moteur. Moins parfaite probablement que les anesthésiques locaux, la possibilité d'injecter quand même des anesthésiques locaux à petite dose si on veut. Le problème, c'est qu'on a un cathéter, hein. C'est le problème des cathéters. Les cathéters au niveau interscalenique, c'est pas évident à poser. Il faut les récupérer le dispositif si vous le renvoyez à domicile et tout ça. Donc ma stratégie, ça va hein, à peu près. On est bien là, non? Il reste 2 minutes. Vous voulez faire un bloc, une chirurgie sans anesthésie. Un chirurgien rapide, nous on en a un, il met 3 heures pour faire une prothèse d'épaule, on les endort et on les cuarise. Eh ben, c'est pas cuarisé. Bon, donc là vous faites un tube et puis on arrête de discuter, le NIRS, le SBIES, le SCHNIRS, voilà, la pression artérielle, moyenne et tout ça. Ou alors vous avez un chirurgien dynamique, jeune, rapide, une prothèse simple, une fracture d'humérus, vous faites un bloc interscalénique. Si votre patient il est un petit peu gêné, un peu de VNI, vous laissez l'IAD et vous le faites ventiler. Et puis le malade va avoir mal en post-op, c'est-à-dire c'est pas un clou d'humérus, ils ont pas mal. Hein, c'est comme la fracture du fémur. Une fois que le malade est en salle de réveil, il va plus avoir mal. La fracture est stabilisée. Donc c'est pas voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc une petite infiltration, des blocs distaux, donner les anesthésiques locaux au chirurgien, voilà. Et la douleur est intense, la seule technique qui serait efficace, si vous voulez en mettre, c'est des cathéters interscaléniques. Et puis si on dose la quantité d'anesthésiques locaux, on peut jouer, et qu'on le met très bas, on peut limiter la parésie phrénique. Vous l'endormez, la douleur est intense, toujours la même chose, contre-indication au KT. Vous pouvez faire des infiltrations, mais si c'est devant, ne faites pas une infiltration des nerfs de derrière, il faut aller infiltrer les nerfs de devant. Donc, ce n'est pas publié dans la littérature, mais si vous infiltrez devant. Alors, j'ai essayé d'infiltrer devant. Ça marche moins bien que si on fait un bloc interscalénique, parce que j'ai essayé quand même, je n'ai pas les datas, mais j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des troncs injectés sur le nerf axillaire par voie antérieure, globalement. Donc, c'est moins efficace que si on fait... et de temps en temps, ça diffuse au reste du plexus brachial. Donc, je n'ai pas de solution à vous donner plus efficace qu'un KT. On résume ? Le bloc interscalénique, ça est la référence pour l'analgésie de l'épaule. C'est la référence avec un grand volume, ou alors vous complétez avec un plexus cervical, 25 ml. Avant, on mettait 60. Hein. Maintenant, on met 25 ml. Avec l'écho, on vérifie que ça remonte jusqu'au plexus cervical. N'oubliez jamais qu'il y a 3 nerfs qui ne sont pas concernés. Les nerfs dorsaux, derrière, les nerfs intercosto-brachiales, ici, là, et puis les nerfs antérieurs
qui sont le rameau antérieur c'est ceux que vous n'avez pas, c'est T1, T2, thoracique 1, thoracique 2, thoracique 3. Le prix à payer du bloc interscalénique, pour le PENG, c'est le bloc fémoral, c'est le nerf et le bloc fémoral, c'est le quadriceps. Plus vous mettez de volume, plus vous aurez de quadriceps. Si vous faites une intramusculaire dans le psoas, au bout d'un moment, ça remonte. Quand on injecte un fémoral, on a le quadriceps. Quand on injecte en interscalénique, on a le phrénique. Et puis d'autres choses, mais qui sont moins gênantes. Quand on a diminué l'incidence de la parésie en infiltrant des petits volumes près de la clavicule, au niveau du tronc supérieur, mais ce n'est pas parfait. Vous n'avez pas le droit de faire un bloc interscalénique si votre malade ne pourra pas supporter de se priver d'un phrénique. Dans ces cas-là, vous avez aujourd'hui un seul choix, c'est de faire des blocs distaux, donner l'anesthésie locale au chirurgien, mais c'est moins efficace. Et peut-être que quand j'aurai pris ma retraite, on neuromodulera les nerfs du plexus brachial. Je vous remercie de votre attention.